Bonjour et bienvenue pour le webinaire sur la thématique du pilotage de développement de nouveaux produits et services. Bonjour, je suis Jean-Marie Josset, consultant manager chez ASI. Bonjour, Ophélie Lechrome, je vais co-animer ce webinaire avec Jean-Marie et je suis également consultante chez ASI 360. Quelques petits mots sur ASI. ASI, nous sommes une société organisée en 4 directions régionales, à la fois sur Paris, Lyon, Nantes, Rennes. Et nous apportons du service et du conseil en transformation digitale, tant sur la gestion de la relation client, comme sur la gestion de la donnée, comme le data management ou le BI ou le big data, ou sur la transformation, la performance des services informatiques, mais aussi sur tout ce qui est en transverse, tout ce qui est la gestion de portefeuille projet. Et c'est sur ce sujet, entre autres, que nous allons présenter le développement de nouveaux produits. Nous apportons aussi une offre spécialisée de services industrialisés un peu à la carte sur 3 centres de services spécialisés en PHP, Java et .NET. Nous allons dérouler la présentation en plusieurs parties. Une petite partie d'introduction sur le développement de nouveaux produits. Après, nous verrons 3 chapitres sur la qualification et la gestion des idées, le cycle de développement de produits, la collaboration avec les équipes et les partenaires, et puis une séance de questions-réponses. Petite introduction sur le développement de nouveaux produits. Le développement de nouveaux produits s'associe beaucoup à une démarche d'innovation, notamment par rapport à des objectifs de pression sur le marché et de mise à disposition de produits sur le marché, ce qu'on appelle souvent le time to market. Sur l'innovation, le principe de l'innovation, c'est que c'est un processus qui est nécessaire aux entreprises pour être en avance par rapport aux concurrents, mais aussi pour mieux répondre aux attentes des clients. Concernant le time to market, si on souhaite accélérer cette time to market, ou si on traduit en français la mise à disposition des produits sur le marché, c'est de choisir les bons produits et services à développer, d'optimiser les coûts de développement et réduire les temps de mise en œuvre. Pour innover, on a tendance à traduire l'innovation en 3 étapes, qui sont liées souvent à des étapes qu'on apparente souvent à la sélection naturelle. Et donc on va souvent traduire cela en une première étape de créativité, qui va être de récupérer une diversité d'informations, d'idées, de filtrer ensuite toutes ces informations et ces idées pour en sélectionner les meilleures, et après pouvoir les mettre en œuvre en capitalisant notamment sur le processus de mise en œuvre, ce qu'on appelle plutôt l'héritage. Et notamment, dans ces trois domaines vont faciliter l'innovation. Il va y avoir l'innovation participative pour favoriser la créativité, la gestion par projet et par portefeuille pour le filtrage et la mise en œuvre, et l'innovation collaborative pour accélérer le processus. On représente donc souvent le processus de développement de nouveaux produits à ce schéma qu'on appelle souvent schéma en entonnoir, où on va retrouver effectivement une première étape de créativité sur une approche bottom-up, où on va récupérer d'un maximum d'acteurs, que ce soit effectivement des acteurs d'entreprise, des acteurs du marché ou des partenaires, un ensemble d'informations qui vont permettre de générer des idées, de la nouveauté pour développer la créativité. Ensuite, l'étape va être de sélectionner, de trouver les bonnes idées et de les prioriser. Donc il va y avoir une étape de filtrage pour pouvoir choisir les projets, les idées à transformer en projets. Et après, de transformer ce projet en un périmètre réaliste, c'est-à-dire sur lequel l'entreprise est capable de s'engager pour mettre à disposition un produit sur le marché dans un délai et dans un coût donné. Et donc là, ça va être l'étape après de mise en œuvre, une fois que l'entreprise va pouvoir s'engager sur ce projet, elle va pouvoir effectivement gérer, suivre l'exécution du projet. Et là, on va être dans un processus plus collaboratif entre le chef de projet, les membres d'équipe, les partenaires et toutes les parties prenantes du projet. Donc nous allons dans cette démonstration
vous déroulez ce processus par l'illustration autour d'un outil du marché de gestion de portefeuille de projet qui est SIForma. Alors en quelques mots pour vous représenter l'outil SIForma. Donc c'est une application qui a été lancée au début des années 80, qui était connue avant sous le nom de PSN ou PS Next. Et depuis sa version 4, la solution a pris le nom de l'éditeur, c'est-à-dire SIForma. Donc aujourd'hui, la présentation va être réalisée avec la dernière version, la version 7 de SIForma, qui est une version Full HTML5. En termes de volumétrie, SIForma, c'est aussi environ 800 000 utilisateurs dans le monde, qui sont répartis sur 5 000 entreprises clientes, des entreprises qui sont de toute taille et également dans des secteurs d'activité variés, comme vous pouvez le voir sur les quelques références indiquées. Nous allons voir aujourd'hui comment SIForma peut vous apporter une réponse globale pour suivre le processus d'innovation dans son ensemble. Donc en mettant à disposition très en amont des concepts, des écrans pour suivre les idées et également leur transformation en projet objectif ou projet potentiel dans l'optique de répondre à des problématiques stratégiques. Et enfin, on verra également comment SIForma met à disposition un autre concept, ce sont les projets en version travail, pour suivre le déroulement, l'exécution des projets réels qui sont en cours de réalisation. Tout ça pour répondre à plutôt des problématiques opérationnelles et liées au suivi de l'exécution. Alors, première étape de notre chapitre, nous allons présenter sur la partie créativité et sur cette innovation participative, comment qualifier et sélectionner vos idées. Quelques déjà principes pour la gestion des idées, qu'on appelle aussi ideation, c'est déjà de favoriser l'émergence des idées ayant une valeur ajoutée pour le marché ou l'entreprise. Quelques principes de base ou bonnes pratiques, déjà définir et partager un réceptacle, pouvoir réceptionner, recueillir le maximum d'idées et pouvoir les garder un historique, suivre ces éléments. Ensuite, il va être important de définir des axes d'évaluation sur ces idées qui vont permettre de les trier et de les prioriser entre elles. Et ça va être important de définir les bons axes pour pouvoir évaluer correctement ces idées. Ensuite, ça va aussi favoriser les échanges sur les idées. C'est aussi dans l'échange des données, des éléments, que l'idée va mûrir et va se transformer pour pouvoir mesurer toute la valeur ajoutée apportée par cette idée. Ensuite, il va falloir pouvoir sélectionner et identifier les idées prêtes à passer en mode projet. Donc nous allons illustrer ça sur SIForma. Dans notre exemple aujourd'hui, nous allons utiliser un profil utilisateur qui s'appelle Martin. Donc dans notre simulation, Martin fait partie d'une entreprise qui développe des applications pour différents secteurs, différentes cibles. Dans un premier temps, nous allons voir le réceptacle un petit peu de toutes les idées qui vont être émises par les collaborateurs. Donc ces idées vont être classées en fonction de la cible auquel elles s'adressent. Par exemple, je vais prendre le portefeuille des idées adressées aux particuliers. Donc dans un premier temps, les collaborateurs vont pouvoir consulter les idées qui vont cibler ce marché, alors tant sur leur statut dans le processus, mais également ils vont pouvoir visualiser la liste des idées avec quelques critères, comme qui est le créateur, également la date de création de l'idée. Ensuite, afin de pouvoir consulter et bien qualifier l'idée, va être mis à disposition un formulaire dans lequel chaque collaborateur va pouvoir contribuer à la définition, la qualification de l'idée. Là, nous prenons l'exemple du développement d'une application pour contrôler les installations domotiques à distance. Donc, sur ce formulaire, différents acteurs vont pouvoir contribuer à décrire le produit, l'application, alors tant sur des axes produits, marché, par exemple, un acteur plutôt du service marketing va pouvoir développer et qualifier le produit sur cet axe marché. Également, on va pouvoir développer et décrire le produit plutôt sur des axes et problématiques techniques, concernant ce qui va être le développement, les difficultés qui pourraient être rencontrées pendant la fabrication.
Et puis également, chaque acteur pourra apporter des pièces jointes, des documents à partager avec les autres acteurs. Chaque idée va également, pour pouvoir être mieux suivie, être inscrite dans un processus global de gestion des idées. Là, actuellement, nous voyons que l'idée est dans un statut évaluation. Donc, c'est-à-dire que chaque acteur peut venir noter, évaluer l'idée sur des axes bien définis pour pouvoir après bien qualifier, prioriser les différentes idées qui sont émises. Ce processus est également historisé. Donc, on peut voir à quelle date chaque statut a été modifié et également des commentaires pourront être annotés sur les changements de statut. À savoir également, sur chaque changement de statut dans le processus, des commandes automatiques peuvent être associées, comme des envois d'email, ou également des contrôles peuvent être effectués pour s'assurer que le formulaire des idées est suffisamment complété pour pouvoir prendre des décisions et évaluer l'idée. Enfin, un dernier écran sur l'évaluation des idées. Donc effectivement, Jean-Marie parlait de définir des axes adéquats pour pouvoir qualifier et évaluer chaque idée. Donc dans notre exemple, on voit que l'idée a été évaluée sur différentes thématiques. Une première thématique stratégique, également une évaluation commerciale, une évaluation des risques également sur la mise en œuvre, et des champs textes ont pu être renseignés également pour qualifier et décrire au mieux l'idée et pouvoir donner aux personnes les éléments nécessaires pour pouvoir prioriser et décider des suites à donner à l'idée. Donc toutes ces notations vont permettre de totaliser un score sur l'idée. Si nous revenons sur notre réceptacle, là le portefeuille des idées, nous allons pouvoir avoir une représentation schématique des idées par leur statut dans le processus, mais également une matrice pour pouvoir identifier et visualiser les idées sur deux axes, que sont le score stratégique et également le score de risque de l'idée. Donc ici, on voit que notre application domotique est représentée sur cette vue bubble chart sur son axe de score stratégique et risque. Nous allons maintenant passer à notre deuxième chapitre pour voir comment concrétiser l'idée en la transférant, la transformant d'un projet de potentiel pour le développement d'un nouveau produit ou service. Donc la concrétisation de cette idée en un projet va passer par différents enjeux, différents axes. Tout d'abord, la formalisation d'un cycle de développement, mettre un cadre un cadre réaliste pour le développement du produit. Ça va passer également par la mise en œuvre de certains éléments pour pouvoir mesurer et suivre la performance et l'avancement de notre projet sur les axes coût, qualité et délai. Et enfin, dans l'optique d'héritage également, la concrétisation, ça va être aussi de pouvoir mettre en place des éléments pour capitaliser sur le déroulement, réutiliser certains éléments pour le développement de prochains produits et services. Alors, premier élément, pour tout gérer le processus, on a l'habitude dans le développement de nos produits de s'appuyer sur une méthodologie de ce qu'ils appellent StageGate, qui permet, entre autres, de structurer et rationaliser la mise en œuvre du projet. Le principe de la méthodologie StageGate, c'est de découper le projet en phases, le stage, et en jalons pour une meilleure organisation. Chaque phase ne sera engagée que suite à validation d'un jalon. Et à chaque étape du jalon, on va affiner progressivement le périmètre du projet, tant en termes de coûts, savoir quels sont les coûts qu'on va engager sur la prochaine étape, tant en termes de qualité, quel périmètre, quels sont les éléments qu'on souhaite développer dans la phase suivante, et en termes de délai, sur quel délai on s'engage sur les étapes suivantes. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir un processus dans cette méthodologie, un processus de décision et de gouvernance à chaque jalon. C'est-à-dire que la direction, soit de l'organisation du projet, soit, si le projet est stratégique, la direction de l'entreprise est impliquée dans le processus de décision des gates pour engager derrière les étapes suivantes du projet. Les avantages de cette méthodologie StageGate, c'est de savoir aussi stopper et réorienter le projet au bon moment.
et à éviter ce qu'on appelle les effets tunnels, c'est-à-dire qu'on engage le projet, mais on a du mal effectivement à en sortir un projet avec un périmètre ou avec une maîtrise du coût ou du délai. Donc l'objectif, c'est de maîtriser, de sortir un périmètre qui est réaliste, sur lequel l'entreprise est capable de sortir dans un délai, dans un coût optimal et dans un périmètre réaliste le projet. Savoir aussi sélectionner aussi les projets en fonction du coût et de la capacité. À chaque étape de gate, va se poser la question, finalement, quel coût on engage sur le projet, est-ce qu'on a le budget associé par rapport à ça, mais aussi quelle est la capacité des équipes. Faut-il effectivement réduire ou pas le périmètre du projet parce qu'on a un défaut de capacité lié à une concurrence avec d'autres projets, ou faut-il éventuellement recruter, renforcer les équipes pour pouvoir effectivement accélérer le développement de ces projets. Et puis après, c'est de faire aussi, bien sûr, dans ce processus de gouvernance, faire les bons choix tout au long du projet en impliquant la direction ou en tout cas les entités de management nécessaires suivant la taille du projet. Comment dans ce format ça va entre autres s'illustrer? On va retrouver, une fois qu'on aura transformé notre idée en projet, on va pouvoir gérer un projet. Donc ici, notre idée, elle a été transformée en projet. Donc on a un projet qui s'appelle même un produit à développer, qui va être au développement de l'application contrôle domotique. Ça va ce que l'outil va apporter, ça va être un cadre méthodologique. Il va proposer déjà une méthodologie de type StageGate où on va décrire le projet en différentes étapes. Donc l'étape effectivement de scoping, de cadrage, l'étude de faisabilité. Si on a validé effectivement l'étude de faisabilité, on peut lancer la phase de développement, la phase de test et jusqu'à la phase de mise à disposition sur le marché. On voit qu'ici, on a l'essentiel des éléments importants à l'engagement. À quelle date on doit passer les jalons, donc ce qui nous donne toute la ligne de temps de notre projet, et aussi quels sont les coûts à engager à chaque étape du projet. Alors ça peut se traduire par ce schéma-là, mais ça peut se traduire aussi par une construction d'un planning et d'une liste de tâches de manière un peu plus standard qu'on trouve dans les outils de gestion de projet. Donc on va retrouver notre liste de tâches. Sur chaque tâche, on va pouvoir planifier des délais, date de début, date de fin, mais aussi un pourcentage d'avancement qu'on suivra tout au long de l'avancement du projet. Et on peut gérer le projet sous une forme de Gantt. Dans un suivi déjà simpliste, on peut effectivement, on n'est pas obligé de rentrer dans un détail très important, mais on peut se limiter à faire un suivi très macro déjà du projet, sur lequel on va définir les grandes étapes de ces phases et savoir dans quel délai on va faire la business case qui est en cours, est-ce qu'on va terminer pour fin août ou pas, et ça va recalculer automatiquement le planning en fonction de cela, et on pourra observer aussi les dérives de délai par rapport à une référence qui est ici le trait violet, mauve, qui aura été prise au moment où on aura lancé, où on aura éventuellement passé le jalon scoping ou éventuellement le jalon business case pour pouvoir effectivement savoir sur quoi on s'engage ou si on est en retard par rapport au projet. Dans ce cadre méthodologique, on va également retrouver tout ce qui a trait à la gestion des livrables au niveau du projet. Donc la gestion des livrables, en fait, va avoir pour objectif de mesurer l'avancement, mais également maîtriser la qualité par un suivi des livrables. Donc les axes sur cette gestion des livrables, ça va être de capitaliser sur les livrables qui vont être nécessaires à chaque phase ou chaque passage de jalon, s'assurer que tous les documents nécessaires pour prendre des décisions ou passer à l'étape suivante sont bien remplis. Donc on va valider les documents sur le fond et sur la forme. Et également, le suivi et la gestion des livrables va permettre de s'assurer de la bonne couverture du périmètre. Tout est bien formalisé et décrit dans les livrables. Dans ce format, donc la gestion de ces livrables, nous avons des écrans dédiés. Alors dans l'identification du produit, par exemple, nous allons avoir un premier écran qui va permettre de détailler et d'identifier la liste des livrables à fournir pour chacune des phases. Donc là, on est dans l'optique de capitalisation. On va pouvoir anticiper et visualiser les documents qui seront à fournir pour chacune des phases. Également pour le suivi et la mise à jour de ces livrables, on peut réutiliser cette grille nous permettant de voir toutes les phases et les jalons de validation. Donc on va pouvoir identifier le statut de chacune des phases avec leur avancement.
Mais également, si je prends par exemple la phase de cadrage, je vais pouvoir visualiser les différents jalons, les différents livrables qui étaient nécessaires et également leur pourcentage d'avancement. Un lien également URL pour être identifié et indiqué pour ouvrir le livrable en question. Par exemple, si on souhaite mettre à jour la phase d'étude, donc ici nous pouvons modifier le pourcentage d'avancement de cette phase et également indiquer à ce stade quel est l'avancement des livrables. Donc là par exemple j'ai un premier livrable d'orientation design que je peux indiquer comme terminé. Le positionnement produit, lui, quant à lui, n'est pas terminé, pas validé, donc je peux laisser son pourcentage d'avancement à 0%. Ensuite, l'étape après, ça va être de suivre le plan de développement produit. Alors notamment par rapport à regarder et comparer le déroulement du projet par rapport à ce qui a été prévu initialement. Donc on va pouvoir confirmer aussi les hypothèses initiales. Il y avait des hypothèses qui avaient été prévues à chaque étape de jalon, notamment des premiers jalons de lancement suite au scoping, au cadrage, qui va permettre de voir finalement les écarts, mais ces éléments vont pouvoir être aussi réinitialisés éventuellement à chaque jalon, à chaque étape, afin de pouvoir valider ou confirmer la date de commercialisation de son produit. On va voir que là dans l'outil, on va pouvoir à la fois suivre les écarts tant d'un point de vue unitaire, projet par projet, ou éventuellement, globalement, dans un plan de développement. Dans un premier élément sur un suivi de projet unitaire, on va pouvoir comparer, ici dans ce tableau, on compare ce qui a été effectivement prévu en termes d'objectifs. Donc là, sur la phase de scoping, on est en termes de délai conforme par rapport à ce qui a été prévu par rapport au travail qui est la version en cours réinitialisée. Mais on va voir éventuellement qu'on pourra avoir des écarts si derrière on observe un dérive sur le projet. Idem par rapport aussi au coût engagé, on va pouvoir comparer entre le coût qu'on aura prévu initialement et le coût qui aura été réellement, effectivement réalisé, ce qu'on appelle le coût version de travail, au niveau du projet. Donc là, pour l'instant, sur mon projet, tout va bien, on est conforme par rapport à ce qui a été prévu. Ensuite, si on peut aussi regarder globalement, on a l'habitude de sortir un tableau de bord de l'outil qui s'appelle souvent une roadmap produit ou un plan de développement produit, qui nous permet de voir sur chaque projet l'avancement des phases du projet. Savoir effectivement à quelle étape on va engager la phase éventuellement de scoping, la phase effectivement d'étude de faisabilité, éventuellement la phase de développement. Donc il y a des codes couleurs qui nous permettent d'identifier rapidement les différentes phases et on va pouvoir comparer éventuellement les écarts entre ce qui va se passer entre un projet en cours et un projet objectif qui était la version initiale du plan de développement produit. Donc si je prends par exemple l'exemple du projet Prône V2, on est sur la version de travail, on est en décalage par rapport à ce qui a été prévu et on voit que c'est dès la phase de scoping qu'on a pris un retard. Et on voit que sur le projet effectivement Prône, on voit l'avancement de ce qui a déjà été réalisé, c'est-à-dire que la phase de scoping est déjà bien avancée sur les éléments. Enfin, dans ce chapitre sur la concrétisation du projet, un des axes importants est de pouvoir mesurer et communiquer sur l'avancement en termes de délai, de coût et de qualité. Donc, sur les délais, la qualité, nous avions vu que des écrans permettaient de pouvoir mettre à jour le statut des phases et des jalons, également de mettre à jour l'avancement et publier la validation des différents livrables. Sur un point de vue coût, nous allons voir qu'un objet que s'appelle les transactions dans 6 formats vous permet de suivre un échéancier de dépenses au niveau du produit. Donc, je vais aller utiliser un nouvel écran dans la planification du produit, qui est gestion des transactions, dans lequel vous allez pouvoir avoir une grille avec l'identification des différentes dépenses suscitées par le projet. Donc là, on voit, on a une première dépense d'expertise domotique. Donc c'est une prestation qui va être achetée pour pouvoir bénéficier de l'avis d'un expert pour le développement de l'application.
Donc c'est une échéance de facturation avec un montant ici qui est engagé et un statut. Également, chacune des transactions va être caractérisée par un statut pour matérialiser le fait qu'elle soit soit planifiée, soit engagée, donc un contrat a été signé, ou même réalisée. Ici, vous avez une liste de valeurs avec les différents statuts possibles. Enfin, en deuxième dépense, on voit également que notre développement d'application nécessite l'achat d'un serveur de test. Donc là, on va être sur un type de facturation, un type de dépense matérielle prévu sur le mois de juillet pour un montant de 10 000 €. Et ici, je peux venir modifier le statut de ma transaction pour matérialiser le fait que le bon de commande ou un contrat a été signé pour l'achat du nouveau serveur. Également, le partage de l'avancement va passer par une page, un rapport flash pour pouvoir mettre à jour des indicateurs sur le ressenti en termes d'avancement du projet, du produit. Ce rapport flash va pouvoir également être historisé. Donc là, on voit déjà la dernière version du rapport flash avec des indicateurs consolidés issus du planning, consolidation en termes de charges, de coûts et de date de mise en œuvre. On va retrouver également des critères assez descriptifs sur le produit, avec des commentaires, le descriptif des faits marquants et des prochaines étapes, et des indicateurs qui vont être mis à jour pour matérialiser et illustrer la situation du développement de mon nouveau produit sur les axes coûts, périmètre et délai, avec une météo aussi globale du projet. L'intérêt de ces indicateurs et de ce rapport flash, c'est qu'il va pouvoir être historisé pour pouvoir suivre au fur et à mesure de l'avancement du projet, du produit, quelle est la situation et est-ce qu'il y a des dérives. On voit ici qu'au départ, tous les indicateurs étaient ouverts. Ensuite, si je prends la dernière historisation de mon rapport flash, on voit qu'une nuance a été apportée au niveau des délais, avec un commentaire, un fait marquant, préconisant, indiquant que les congés d'une des ressources risquaient de décaler certains délais au niveau des jalons. Dans ce chapitre, nous avons vu que différents écrans et fonctionnalités vous permettaient de concrétiser et bien cadrer le périmètre de développement du produit avec des indicateurs et des tableaux de bord vous permettant de visualiser le cycle de développement du produit, également de suivre le développement de ce produit par rapport aux prévisions qui étaient émises au départ, donc faire un suivi plus global d'un plan de développement de produit. Et également, grâce au rapport flash, nous avons vu également SIForma vous met à disposition des écrans pour partager et suivre l'avancement du projet. Nous allons maintenant attaquer le dernier chapitre de cette présentation sur la partie collaboration avec les équipes et les partenaires. Dans ce chapitre, la problématique que nous allons présenter est la construction d'un espace collaboratif autour du projet. Effectivement, il va y avoir bien sûr un chef de projet sur le développement du produit ou service, mais l'intérêt est de pouvoir partager et donner de la visibilité sur les différentes actions, l'avancement du projet, avec l'aide des différentes parties prenantes. Chacun doit contribuer à la mise à jour et à donner de la transparence au déroulement du projet. Également, grâce à cet espace collaboratif, on va pouvoir fiabiliser la mesure de l'avancement. Chacun des contributeurs et des membres de l'équipe projet, mais également des partenaires, étant à même de donner de l'avancement, de la visibilité sur le statut de ces actions. Et enfin, l'intérêt d'un espace collaboratif est aussi de pouvoir partager et anticiper les imprévus en identifiant quelques axes d'amélioration ou des axes aussi d'atténuation sur les différents événements qui pourraient perturber le déroulement du projet. Dans un premier temps, sur la fiabilisation de l'avancement, nous allons voir que le profil de Martin, par exemple, va pouvoir indiquer chaque semaine les actions qu'il a effectuées sur le développement du produit. Dans une première page de synthèse, Martin va avoir une situation, la visibilité de sa charge sur le projet, sur les différents projets sur lesquels il pourrait être affecté, mais également il va pouvoir consulter les différents événements qui lui seraient affectés sur les différents produits auxquels il participe. Nous reviendrons juste après sur ces aspects événements.
Autre écran, ça va être la feuille de temps, où Martin va pouvoir indiquer son avancement, les actions qu'il a réalisées sur les différents projets, semaine par semaine, pour donner de la visibilité également sur son activité. Donc ici, on voit que Martin a travaillé sur plusieurs projets pour cette semaine, mais qu'il a pu également travailler sur la phase de cadrage pour le développement de l'application domotique. Une fois que Martin a terminé de saisir son activité, il va pouvoir présenter la feuille de temps pour donner la vision au chef de projet de son activité. Nous allons voir maintenant les autres aspects liés au partage et aux aspects collaboratifs dans SIForma. Donc effectivement, autre élément qui va être important dans la gestion du projet, ça va être d'anticiper les imprévus. Tout ce qui va venir perturber le bon déroulement du projet, il va être important de pouvoir le manager. Alors ne serait-ce que déjà en donnant de la visibilité aux différentes parties prenantes, mais aussi en allant plus loin, en les impliquant dans la gestion et le suivi de ces éléments. Alors on a l'habitude de suivre ces notions de mauvais déroulement ou d'imprévu sur 3 catégories. Les événements, alors qui peuvent être aussi associés à des problèmes, c'est-à-dire ce seront tout ce qui va se dérouler, toutes les nouveautés qui peuvent se dérouler dans le projet, des actions, des problèmes rencontrés, un événement particulier qui peut avoir une incidence sur le déroulement du projet. Les risques, effectivement, là on va être dans l'anticipation, on va éviter effectivement d'avoir des imprévus en mettant en place un plan de développement, de gestion et de suivi des risques, avec un plan d'action associé. Et puis il y a aussi les demandes de changement ou demandes d'évolution, qui sont liées effectivement au changement de périmètre qu'on peut avoir au sein du projet. Et ça va être important de les prendre en compte, de les manager, et de savoir si on les impacte ou pas dans le déroulement en cours du projet, ou est-ce qu'on les prévoit de les planifier dans une deuxième étape, dans un lot 2 par exemple, par rapport à cela. Alors dans SIForma, on va retrouver la gestion de ces 3 éléments, à la fois donc, dans ce qu'on appelle, qui est répertorié dans les éléments complémentaires. Donc là, la gestion des événements, ça va être pour relater effectivement des actions, des incidents qui peuvent arriver sur le projet. Donc ça, effectivement, ça peut être tant un problème client, qu'il faut replanifier une réunion de lancement, ou effectivement qu'il faut préparer, ou on prévoit une présentation d'une maquette du produit, par exemple, qui est prévue à faire par Martin, sur lequel il peut venir modifier pour aller ajouter une échéance. Dire par exemple que ce sera le 1er juillet 2016 qui prévoit effectivement cette présentation de maquette, et dire qu'elle est en cours de réalisation. Et apporter un commentaire, démarrer. La mise à jour. Tous ces éléments d'événements, si on en retrouve une petite fiche sur laquelle on va retrouver les éléments de description, qui en est responsable, on peut les mettre différentes typologies, mais surtout ce qui va être important, c'est on va gérer une date d'échéance qui va permettre de lancer des alertes ou pas pour la gestion de ces événements, mais aussi un processus qui est personnalisable associé à cet événement, à savoir est-ce qu'il est nouveau, il est en cours, est-ce qu'il est fermé ou est-ce qu'il est annulé. Et on peut avoir des actions d'emailing qui peuvent être déclenchées à chaque changement d'étape de ces événements. Alors là, je suis en tant que Martin, qui est le fois chef de projet, mais qui pourrait être à la fois un fournisseur, un membre d'équipe, sur lequel on va donner accès dans le portail de SIForma à ce module de gestion des éléments complémentaires. Donc il peut aller manager, gérer, mettre à jour des événements qu'on a affectés, mais il peut aussi aller s'ajouter des nouveaux éléments. Il peut aller créer, éventuellement par rapport à un projet existant sur lequel il a des droits, il peut aller créer un nouvel événement et le faire partager auprès de l'équipe ou du chef de projet qui pourra être alerté si derrière dans le processus on dit voilà qu'il y a un nouvel événement qui vient d'être créé, on aura une alerte email qui sera déclenchée. De la même manière, on peut gérer aussi les demandes de changement et évolution de périmètre. Donc là, on va pouvoir aussi remonter des éléments qui pourraient venir d'un client qui dit bah non, j'aimerais finalement, je me suis rendu compte que j'aimerais avoir
telle fonctionnalité supplémentaire, ce n'était pas prévu au départ dans le projet, eh bien, on va effectivement créer à ce moment-là une nouvelle demande qui va être décrite suivant différents éléments, avec pareil un axe de priorité, un axe éventuellement d'évaluation des coûts ou des charges, une durée, un délai aussi dans lequel on doit intégrer cet élément, une description d'impact sur le périmètre ou une description éventuellement des éléments, et puis derrière le processus qui va permettre de suivre, manager cette demande d'évolution. Et si effectivement on décide de la présenter pour la validation dans le cadre du changement de périmètre de projet, on peut l'approuver et à ce moment-là, ça viendra impacter le périmètre du projet en question. Et enfin, la gestion des risques. Pour anticiper tous les problèmes qu'on pourrait avoir et les éviter, on va pouvoir gérer un plan de risque. Donc on peut, pour chaque projet, détailler un plan de risque, donc décrire un risque. Donc par exemple, ici, il y a 2 risques qui ont été créés sur le projet, absence de l'expert domotique, l'application ne répond pas correctement pas aux attentes, et on a une évaluation sur ces risques, de la probabilité de survenance de ce risque, l'impact en termes de coût et l'impact en termes de délai. Et puis bien sûr, qui va être responsable de ce risque pour pouvoir après le suivre et le manager. Et derrière chaque risque, on va pouvoir suivre un plan d'action qui va permettre de prévoir d'atténuer la survenance de ce risque. Donc avec, pareil, un responsable que l'on va positionner, une date d'échéance et une date d'avancement et un statut de processus pour savoir si l'action elle est ouverte ou fermée par rapport à ce qui était prévu. Donc tous ces éléments vous permettent de capitaliser et de remonter auprès des différents acteurs du projet. Donc communément, on va impliquer bien sûr les membres des équipes de projet, tous les services aussi qui vont être pris à part dans le projet, donc qui ne sont pas forcément des fois producteurs ou acteurs directs, mais qui vont avoir une influence forte, comme par exemple un service de logistique s'il faut derrière mettre à disposition le marché dans un certain délai. Pareil, le service achat qui va être impliqué pour l'achat des fournitures nécessaires. Un service qualité, par exemple, pour un suivi plus transversal. Ça permet de mobiliser autour de cette plateforme, autour d'un projet, tous les acteurs. Et bien sûr, on peut facilement ouvrir l'accès, puisque l'application est en mode web portail. On peut l'ouvrir aussi facilement à des partenaires externes qui pourraient aussi partager et collaborer sur ces événements risques et actions. Pour conclure sur cette présentation, vous avez vu avec les différents écrans que Siforma pouvait vous aider, vous apporter une méthodologie pour piloter le développement de nouveaux produits ou services. Donc très en amont, depuis leur statut d'idée, jusqu'à la transformation en projet potentiel, voire en projet de travail pour la réalisation la concrétisation du projet. En impliquant les différents métiers, mais également les partenaires dans la démarche organisée, avec un espace collaboratif autour du projet, pour impliquer et mobiliser toutes les équipes dans le déroulement et la concrétisation de cette idée de projet ou produit. Voilà, nous avons fini sur cette présentation. Nous restons à disposition pour vos questions et réponses.